Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Va te faire suivre qui aujourd'hui aura pour sujet... Oh, mais tu fais quoi là? Je te remets un nouvel épisode. Et moi? Mais cette fois-ci, ça n'a absolument rien à voir avec la psychanalyse, c'est sur le comportementalisme, donc j'ai besoin de personne sur le Mais divan. c'est moi qui m'y connais en cognitivo-comportementalisme, toi t'y connais que dalle? Non mais je te permets pas, je te rappelle qu'on a fait les mêmes études. Ça me donne une idée. Tout ça me semblait idiot. Mais je l'ai laissé faire à leur guise. Un jeune Malchik peut supporter bien des choses pour être libre 15 jours plus tard. Oh mes frères. Le behaviorisme ou comportementalisme se veut être l'étude expérimentale des comportements observables. Donc ici, on ne va jamais chercher à considérer une vie psychique inconsciente, mais alors jamais. Mais ce ne serait pas scientifique? Mais ce ne serait pas de la psychologie non plus. Blasphème! Non, mais on y reviendra plus tard. Bref, on ne peut pas parler de comportementalisme sans parler du cultissime protocole expérimental de Ivan Petrovitch Pavlov. Oui, moi aussi, je peux mettre des vieux moustachus de ouf dans mes vidéos. Alors Pavlov, c'est un bon. En 1889, il expérimentalise un conditionnement répondant avec des chiens. Traditionnellement, on appelle ça un conditionnement classique. Tout le monde connaît cette expérience, donc on va essayer de faire rapide. Dans un premier temps, on a un stimulus inconditionnel qui donne une réponse inconditionnelle, type réflexe physiologique. Dans un deuxième temps, en amont du stimulus inconditionnel, on va présenter un stimulus conditionnel, c'est-à-dire quelque chose, un objet, une stimulation, qui n'a rien à voir avec le stimulus inconditionnel, qui donne toujours dans cette phase la réponse inconditionnelle. Une fois qu'on répète suffisamment cette deuxième phase, on a une troisième phase qui s'est installée et qui donne pour un stimulus conditionnel une réponse conditionnelle. Ici par exemple, on peut voir qu'il y a deux stimuli conditionnels pour faire joujou avec les raptors. Dans sa main droite, il attire l'attention des bestioles à l'aide du cliquetis. Et par la main gauche, les raptors ont été conditionnés à en suivre les mouvements jusqu'à avoir des friandises. Donc on a bien un conditionnement pavlovien puisque les stimuli sont en amont de la réponse. Voilà, ils suivent la main. Ils savent que c'est la main qui va leur donner à bouffer. S'il a besoin de reprendre leur attention, il fait des cliquetis. Très bien. Tiens, Charlie, c'est mérité. Donc on se méprenne pas, ce film pour moi il est nul. Il est vraiment nul. C'est pour toi. Et pour preuve, regardez, la prochaine étape c'est de leur apprendre le triathlon. De même, il n'est pas non plus possible de ne pas se référer à Burlus Frederick Skinner et son conditionnement opérant qui lui agit après. Ah, il a pas une grosse moustache, lui, mais il est bon quand même, Yep. Mais dis-moi, ce serait pas lui par hasard qui aurait dit « Donnez-moi n'importe quel enfant et j'en ferai ce que vous voulez » C'est donc le déclenchement d'une réponse par renforcement et on a 4 possibilités de variables contrôle. Donc là, faut suivre. 1. Le renforcement positif. 2. La punition positive. 3. Le renforcement négatif. Et 4. La punition négative. Et après, on dit que les termes de psychanalyse sont compliqués et changent le sens des mots. Alex est ici soumis à une punition positive puisque la méthode Ludovico vient ajouter une sensation désagréable. C'est ainsi qu'à chaque fois que l'émotion de base est ressentie, dans l'après-coup, on a un ajout conditionné de la punition. Bientôt, la drogue va créer chez le sujet soumis à cette expérience un état de paralysie, associé à une impression de terreur et d'impuissance. C'est donc la loi de l'effet qui s'applique puisqu'une réponse sera statistiquement plus reproduite si elle entraîne une satisfaction ou une diminution de quelque chose de négatif. A l'inverse, un comportement devrait tendre vers une baisse de fréquence si la réponse qui s'ensuit est vécue comme négative ou fait perdre une satisfaction. Mais c'est pas un peu réducteur que de renforcer ou punir un comportement, c'est pas un peu déshumanisant ? Eh bien, c'est pour cette raison que l'on ne se cantonne pas au comportementalisme et que les thérapies cognitives ont émergé. Il cesse d'agir en criminel, il cesse du même coup d'être une créature capable de faire un choix moral. Mon père, ce sont là des subtilités. Nous ne nous soucions pas d'éthique ni de philosophie. Là où les comportementalistes ne voulaient absolument pas regarder dans ce qu'ils appelaient la boîte noire, les cognitivistes vont chercher à savoir quels ont été les processus de pensée, les cognitions, les émotions.
Pour les cognitivistes, les processus psychiques seront la résultante de nombreuses interactions entre les apprentissages passés effectivement, mais aussi les connaissances, le traitement de l'information, la motricité et les émotions. Ok, on va enfin pouvoir faire de la psychologie. L'organisme traite l'information en fonction de schémas cognitifs. Un schéma cognitif est un fonctionnement visant à simplifier notre vision de l'environnement pour y répondre de façon plus ou moins rapide et adaptée. Et comment on fait pour connaître les schémas cognitifs du sujet? Eh bien c'est très simple, on regarde comment une pensée s'est construite chez le sujet et on désamorce ce schéma par de nouvelles pensées plus en accord avec la réalité. Donc en fait, la personne doit faire ressurgir des phénomènes du passé pour les remodéliser à la lumière des connaissances actuelles. Oui, c'est à peu près ça. C'est audacieux et novateur, c'est sûr. Ça n'a rien à voir avec la psychanalyse. Bon, ce qu'il faut retenir, c'est que les représentations de l'expérience antérieure déforment les perceptions nouvelles. Mais bordel, c'est le postulat oedipien ça! Rien à voir, ce sont des distorsions cognitives. C'est-à-dire? Des processus cognitifs qui génèrent des erreurs logiques. Ah, tu veux dire des mécanismes de défense, des relations d'objets et des angoisses spécifiques? Mais non, mais rien à voir, merde! Ah bon, excuse-moi. Tu comprends vraiment rien à la science. Du coup, ces traitements de l'information, puisqu'ils sont biaisés, ils créent un état émotionnel biaisé qui crée un comportement biaisé par rapport à la stimulation de départ que l'on va à nouveau biaiser lorsqu'il s'agira de l'intégrer en mémoire à long terme. Et là, on est bien biaisé parce que c'est le cercle vicieux, l'autoréalisation des prophéties, le principe de répétition. C'est bien simple, si vous êtes quelqu'un de souriant, les gens en face de vous, par imitation ou par politesse, vont également vous sourire. Donc vous penserez que les gens sont majoritairement aimables. Si au contraire vous faites toujours la gueule, moins de gens vous adresseront de sourire et vous penserez en toute logique que les gens sont naturellement apathiques. Dans les deux cas, un comportement alimente une pensée, qui alimente un comportement, qui alimente une pensée, qui alimente un comportement, qui alimente une pensée. Ça va, on a compris. Il s'agit donc de trouver dans l'anamnèse comment est-ce qu'un fonctionnement est venu structurer le sujet et lui signifier que ce n'est pas en accord avec le réel, pour qu'à un moment donné, il accepte de lâcher ses représentations pour s'adapter au réel. Alors si ta phrase voulait dire chercher dans l'histoire du patient où un biais cognitif s'est installé pour casser un cercle vicieux en se réadaptant à la réalité, alors oui. C'est audacieux et novateur. Vous avez trouvé ça tout seul ? Cet épisode de Va te faire suivre est maintenant terminé, je vous remercie de l'avoir regardé. Je vous laisse mettre tout un tas de questions, de commentaires ou quoi que ce soit en bas et moi je me ferai un plaisir d'y répondre. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, c'est ça qui nous fait nous référencer, c'est ça qui fait que les vidéos sont plus visibles et donc d'avoir plus d'abonnés, d'avoir plus de monde qui pourra interagir. Par rapport à cet épisode, j'aimerais bien pouvoir faire une annexe à cet épisode-là. Puisque pourquoi est-ce que j'ai été formé à ces thérapies-là, aux thérapies cognitives et comportementales, et pourquoi est-ce que je ne les utilise pas ou peu dans mes séances avec mes patients? Parce que bon, faut être honnête, ça m'arrive de temps en temps, dans certains cas bien précis, d'avoir recours aux thérapies cognitives. Mais principalement, c'est pas ce que je fais en général. Donc voilà, dans cette petite vidéo annexe, ce que j'aimerais bien faire, ce serait pouvoir discuter un petit peu de cette pratique-là. Et pour que ce soit intéressant, il faut que les gens mettent des commentaires, n'hésitent pas à dire qu'est-ce qu'ils trouvent de pertinent là-dedans, pourquoi est-ce que pour eux, ils ne pourraient pas s'en passer, ou au contraire, pourquoi est-ce que pour eux, c'est pas possible d'utiliser un référentiel comme celui-là. Encore merci à vous, parce que vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner sur la chaîne, et ça me fait très plaisir. On va bientôt atteindre les 2000 abonnés, et d'ici là, n'oubliez pas que beaucoup de vérités auxquelles nous tenons dépendent avant tout de notre propre point de vue. I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again.